Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma spécialité, qui est l'étude du champ géomagnétique dans le passé. Donc je vais commencer par vous présenter le champ géomagnétique actuel, le champ magnétique de la Terre, et ses caractéristiques, telles que mesurées aujourd'hui et dans un passé relativement récent, quelques décennies, quelques siècles. Et ensuite, je vous montrerai ce que l'on fait avec l'étude des roches sédimentaires et des roches volcaniques pour reconstituer les variations du champ magnétique dans le passé qui, comme on va le voir, sont assez amples et surprenantes et peuvent nous laisser poser des questions sur l'avenir de ce champ. Donc il s'agit, à travers l'évolution du champ magnétique terrestre actuel, d'envisager l'évolution du champ magnétique terrestre dans le passé enregistré dans les roches pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans l'avenir pour notre champ magnétique. Voilà, et donc on va voir que ce champ géomagnétique est un bouclier, constitue un bouclier éphémère autour de la Terre, protecteur mais éphémère, et que ceci a eu des conséquences dans le passé et représente des contraintes dans l'avenir. Je ne démarrerai pas sans avoir cité vous laisser lire les noms de mes collaborateurs avec lesquels on a travaillé depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, alimentés par des fonds qui sont alimentés par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, et les programmes européens. Donc cette recherche se fait dans le cadre du laboratoire auquel je suis rattaché toujours, le CEREG, qui est situé à Aix-en-Provence et qui appartient à l'OSU Institut Pythéas, et qui, cet OSU Institut Pythéas étant sous tutelle d'Aix-Marseille Université, du CNRS, de l'IRD et d'un autre organisme récemment arrivé, l'IRSTEA. Alors, cette belle photo que je viens de vous zapper parce qu'on la verra autrement, représentait une aurore boréale, comme vous avez pu le deviner, une aurore boréale sur Terre, dans la région du pôle, disons, la région polaire septentrionale. Et il se trouve que l'on sait détecter les champs magnétiques sur les planètes du système solaire à travers l'observation des aurores boréales. Ici, vous voyez sur Jupiter alors les lignes rouges et vertes sont redessinées, mais l'aurore boréale qui est représentée au pôle nord de Jupiter ici et aux deux pôles de Saturne là, sont observables à partir de satellites, de télescopes montés sur des satellites, et nous prouvent qu'il s'agit de planètes magnétiques, donc qui ont des champs magnétiques. Champs magnétiques qui, en l'occurrence pour Jupiter et Saturne, qui ont failli presque être des soleils, sont extrêmement intenses. Alors qu'est-ce qu'un champ magnétique ? Rapidement, parce qu'on ne va pas faire un cours là-dessus, simplement pour vous rappeler qu'un champ magnétique, c'est une polarisation de l'espace qui existe autour des aimants et des circuits électriques, à gauche un aimant et à droite un circuit électrique, tout simplement parce que cette matière aimantée génère autour d'elle des spectres, des lignes spectrales qui orientent des micro-aimants qui sont constitués par, ici, de la limaille de fer, comme tout le monde s'est attaché à le faire dans cette salle dès la petite enfance. Mettre un aimant sur une feuille et jeter de la limaille de fer dessus. Ce qui est rigolo ensuite, c'est quand on fait tourner l'aimant pour voir ce que ça donne. Donc on sait faire ça avec des aimants, et avec des aimants permanents, et avec des circuits électriques correctement polarisés. Et on voit qu'il y a, à travers une loi physique, qui est relativement facile à édicter et à comprendre, que la direction du champ magnétique à l'intérieur de l'aimant et la direction du champ magnétique à l'extérieur de l'aimant consiste pour les spectres magnétiques, pour les lignes de champ, à sortir du pôle nord et à rentrer dans le pôle sud. Donc ça c'est un petit paradoxe parce que évidemment sur Terre on a tous appris que la boussole se dirigeait vers le pôle nord, et donc on aurait tendance à dire que le pôle nord attire le vecteur champ alors qu'il le repousse.
Mais bon, c'est un petit détail conventionnel dont on s'affranchira. Et ensuite, on va... Merci. On va rapidement voir que de toute manière, les repères sont souvent inversés par changement de la polarité de ce champ. Alors, les interactions électromagnétiques qui donc sont les relations entre action et réaction, c'est-à-dire action, un mouvement de particules électriques qui génère un courant et courant qui va induire un champ magnétique. Et donc ça, c'est l'effet du moteur sur un conducteur, alors que, donc, ça s'appelle l'induction, et le champ magnétique et les relations entre un champ magnétique et un matériau conducteur qui se meuvent l'un par rapport à l'autre, un champ magnétique qui tourne autour d'un matériau conducteur ou qui passe à côté, ou un matériau conducteur qui tourne à l'intérieur d'un champ magnétique, ça génère un courant électrique. C'est l'effet dynamo que vous connaissez bien pour avoir utilisé des vélos avec des lampes, des éclairages à dynamo. Donc ces interactions vous font penser qu'un matériau conducteur, c'est-à-dire un fluide qui va conduire du courant, s'il se déplace dans un champ magnétique, d'une certaine manière, va générer un courant électrique qui lui-même va générer un champ magnétique. Donc ces interactions sont en boucle et vous permettent de comprendre comment une planète avec un noyau conducteur ou une étoile avec une constitution de matériaux conducteurs, du plasma par exemple, va pouvoir générer un champ magnétique. Alors c'est déjà très ancien puisque William Gilbert, qui était le médecin de la reine d'Angleterre, en 1600, suite à un certain nombre de synthèses sur le sujet et sur les observations qui avaient été faites, a déclaré que la Terre était elle-même une dynamo géante, un aimant géant. Et en fait, cet aimant géant, on s'est longtemps demandé quelle était donc la source de son aimantation, en pensant que, au départ, l'aimantation était liée à des phénomènes extraterrestres du type l'étoile polaire qui attirait les aimants, les particules aimantées, et donc on a vite réalisé qu'en fait, le champ magnétique est constitué de lignes de champ qui rentrent à l'intérieur et qui sortent de la Terre. Alors, comme vous le voyez ici, le pôle nord qui est représenté sur cette figure par la convergence des lignes bleues et le pôle sud qui est représenté par la divergence des lignes jaunes sont en fait des conventions qui sont inversées par rapport à la loi que je vous ai montrée tout à l'heure, qui disent que du pôle nord d'un aimant sortent les lignes de champ et dans son pôle sud rentrent les lignes de champ. Donc en gros, disons, aujourd'hui, on a tendance à appeler pôle nord magnétique, ce qui est en fait le pôle sud de l'aimant centré qui va générer le champ magnétique. Alors, depuis que William Gilbert a édicté cette observation, la Terre est en elle-même un aimant géant. On a beaucoup, évidemment, avancé sur l'analyse du vecteur champ magnétique, du vecteur ou du champ vectoriel champ magnétique, et notamment, on a observé que finalement, dans l'espace, ça représente une magnétosphère. Donc, la direction du champ géomagnétique, vous savez qu'elle est matérialisée par une aiguille aimantée qui est libre de s'orienter dans un plan, autrement dit une boussole, qui vous indique la direction de la composante horizontale du champ magnétique. Cet angle-là, entre le nord géographique et la direction de la boussole, s'appelle la déclinaison magnétique. Et on observe, quand on laisse une aiguille aimantée s'orienter librement dans l'espace, sans la contraindre dans un plan, on observe qu'elle va, suspendue à un fil, donc, elle va présenter un angle par rapport à l'horizontale, et cette direction est caractérisée donc par
une déclinaison et une inclinaison, les deux angles qui caractérisent la direction du champ magnétique. Cette inclinaison, donc, que l'on ne mesure pas avec une boussole, il faut évidemment pouvoir la mesurer avec ce type d'outil, ou alors avec tout simplement des magnétomètres, c'est-à-dire des sondes électromagnétiques qui permettent de mesurer le champ dans les trois directions. X, Y, Z, nord-sud, est-ouest et au bas. Alors, l'origine de ce champ, en fait, c'est aujourd'hui assez facile de réaliser qu'avec un simple mélange d'huile de vidange et de limaille de fer, on peut observer des sortes de hérissements au-dessus d'un pôle magnétique qui est ici non visible, il est sous le système, et on voit que ce ferrofluide réagit dans le champ magnétique en disons, matérialisant ces lignes de champ par ces espèces de pics. Et si on s'amuse à bouger l'aimant dessous, on va voir tout ce système se tordre, varier en altitude et en hauteur et en position. Et donc, de telle sorte qu'en fait, un fluide ainsi chargé, qui est un fluide conducteur qui conduirait l'électricité aussi, puisqu'il contient du fer, peut, en bougeant à l'intérieur d'un champ magnétique initial, peut générer un champ magnétique qui lui-même, donc il va être parcouru par un courant, il va générer un champ magnétique, et ce champ magnétique va doper le champ initial. Et donc il suffit d'avoir un champ extrêmement faible dans l'espace pour qu'une planète ou une étoile, à plus forte raison, système très dynamique et très puissant, puisse démarrer une dynamo. Une dynamo, on appellera ça la géodynamo dans le cadre du champ magnétique terrestre. Et cette géodynamo, elle est entretenue par le mouvement. Et ce que je viens de vous décrire oralement, vous voyez, le liquide conducteur en mouvement dans un champ magnétique faible initial, champ galactique, le champ donc des étoiles qui nous entourent, peut, grâce à ce mouvement d'un liquide conducteur dans le champ magnétique, générer par effet dynamo un courant électrique qui, par induction, va générer un champ dit induit, qui, lui, va renforcer et contraindre le champ initial. Et donc, ça, une fois que vous l'avez fait démarrer, il suffit de faire continuer à tourner, de laisser continuer le système à tourner, il va s'auto-entretenir. Et ça, ce sont des observations qui ont été faites dès le début du XXe siècle pour ce qui concerne le champ magnétique solaire, dont je vais vous reparler rapidement, et pour ce qui concerne le champ magnétique terrestre, un peu plus tard, dans les années 1950. Alors, où est-ce qu'est situé ce fluide conducteur dans le système Terre? Bon, on sait par la sismologie aujourd'hui que entre 2900 km sous nos pieds, c'est-à-dire sous le manteau solide constitué de silicate, qui est un système quasi isolant, et donc entre cette profondeur de 2900 km et la profondeur de 5100 km où commence une graine solide constituée de fer et de nickel, 96% de fer et 4% de nickel, on a un système qui, par les propriétés élastiques, nous permet de déterminer sa fluidité. Disons, c'est difficile de parler d'un liquide parce qu'à ces pressions et ces températures, mais donc c'est un système qui n'est pas solide et qui, constitué de métal, 86% de fer et 4% de nickel, plus des éléments légers qui servent de fondant, soufre, oxygène, silicium et quelques autres, on va, à travers ce système qui va convecter entre une couche chaude et une couche froide vers l'extérieur. Alors le froid, tout est relatif, hein. Ici il fait environ 5500 degrés et ici il en fait 2800. Donc forcément, c'est comme dans une casserole entre le fond et la surface, vous avez un système convectif qui s'installe. Et normalement, un système convectif en milieu sphérique, ça va vous générer des cellules de convection dont la phase ascendante va vous débarrasser, va faire sortir la chaleur. Et quand la matière arrive à ses limites supérieures, qu'elle ne peut pas aller plus haut, elle va redescendre. S'étant refroidie, elle va redescendre, repomper de la chaleur. Et ainsi, toutes ces cellules de convection vont fonctionner comme, disons, un évacuateur de chaleur. Mais ça, à partir du moment où vous le faites tourner, puisque la Terre tourne,
vous allez générer des systèmes de contraintes cylindriques sur ce système, et au lieu d'avoir donc ce système radial de l'intérieur vers l'extérieur, vous allez avoir un système qui va être contraint dans une polarité qui est parallèle à l'axe de rotation. Alors, dans une polarité, dans un axe et selon un cylindre qui est parallèle à l'axe de rotation. Donc, normalement, ça, c'est un système qui fonctionne sur tous les systèmes rotatifs, et plus ça tourne vite, plus ce sera parallèle à l'axe de rotation, moins ça tourne vite, plus ça aura tendance éventuellement à s'en écarter en fonction des hétérogénéités, de la distribution de la chaleur, des hétérogénéités de composition, etc. Donc là, vous avez un système qui fait fonctionner le champ magnétique terrestre tel qu'on le connaît. Et en principe, vu de l'extérieur, il représente quasiment un aimant, disons le spectre d'un aimant parfait, sauf que, en réalité, à la surface du noyau, quand on fait des calculs pour le représenter à la surface du noyau terrestre, où on est près des sources, ben en fait, on a affaire à un système qui est ultra complexe. Donc, la surface de la Terre étant ici, grosso modo, vous allez avoir de l'impression de l'extérieur que vous avez un champ qui représente un spectre parfaitement dipolaire. Et quand vous vous approchez de la surface du noyau, vous allez avoir des anomalies. Ces anomalies, ben, elles sont synthétisées ici, représentées ici, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça va sortir, ici, et des endroits où ça va rentrer dans les zones bleues. Et donc, le matériau génère des anomalies magnétiques qui sont liées à ces émergences et ces redescentes de fluide. Pardon. Donc, ça crée des instabilités, mais grosso modo, comme on va le voir, le champ reste en moyenne dipolaire. C'est-à-dire qu'à l'instant T, il ne l'est pas, mais sur des dizaines d'années, des centaines d'années, des milliers d'années, il l'est quasiment. Ah, ben là, il y a... Donc, une photo qui tombe. Il y a peut-être le courant d'air qui... Donc, aujourd'hui, je ne vais pas trop vous décrire l'histoire qui a abouti à cette cartographie du champ magnétique terrestre dans le passé. Je vais vous montrer le résultat d'aujourd'hui et je vais vous parler surtout de ces satellites qu'on a envoyés dans l'espace autour de la Terre, des satellites à défilement qui fonctionnent par constellation et qui mesurent avec des magnétomètres le champ magnétique terrestre à une certaine altitude. En général, c'est des altitudes de l'ordre de 450 à 550 km. Et ces satellites à défilement donc, mesurent en permanence le champ magnétique terrestre à une distance de la Terre qui est qui peut être considérée comme étant presque la surface. Et donc ces satellites, depuis 1980 que le premier a été envoyé, ont permis de générer des cartographies du champ magnétique de la Terre en composantes cartésiennes, x, y, z, ou en composantes polaires, c'est-à-dire déclinaison, inclinaison et intensité. Donc un vecteur, c'est des composantes cartésiennes, x, y, z, représentées dans l'espace, hein, et en fonction de des relations entre x, y et z, vous avez en fait un vecteur qui a une magnitude, une longueur, et une direction qui est caractérisée par ces coordonnées cartésiennes, et qui donne ces coordonnées polaires, déclinaison, composante l'angle entre la direction du nord géographique et la direction du vecteur, et inclinaison, la pente que représente le vecteur champ. Donc ces satellites-là, dont le dernier qui a été envoyé en 2012 et qui va normalement fonctionner jusqu'en 2020, ont permis de cartographier le champ avec une extrêmement forte précision et à mesurer ses variations temporelles et spatiales. Puisque entre deux tours, un satellite peut, à un endroit donné, mesurer une variation temporelle, et deux satellites qui se côtoient, qui sont côte à côte quasiment, au même instant, peuvent mesurer des variations spatiales extrêmement fines. Et voilà le résultat que nous donne la mesure de cette première constellation, la première mesure de cette constellation Swarm en 2014. Il s'agit donc d'un champ qui ici est représenté en intensité seulement, hein. Donc vous voyez que
En gros, il y a des zones de forte intensité dans le sud, et notamment entre l'Antarctique et l'Australie, et dans le nord, notamment, et bizarrement, on en voit deux zones de maximum d'intensité, sous la baie d'Hudson et ici sous la Sibérie. Donc clairement, il ne s'agit pas réellement, dans le détail et dans la précision, il ne s'agit pas d'un dipôle parfait, puisque en l'occurrence, un dipôle parfait, il aurait essentiellement un pôle sud, un pôle nord, au lieu d'avoir deux pôles sud et un pôle nord assez large. Et vous voyez ici que ce que l'on pourrait considérer comme autour d'un aimant, comme étant, je dirais, une ligne de champ minimum, puisque en principe, autour d'un aimant, on a les maxima au pôle et les minima sur la zone entre guillemets équatoriale. On a en réalité quelque chose dont le minimum d'intensité est situé, disons ici, sous l'Atlantique Sud et l'Amérique du Sud, en gros sous la ville de São Paulo et les chutes d'Iguaçu. Merci. Voilà, donc ça c'est ce qui est mesuré en altitude, mais c'est ce qui représente le champ magnétique terrestre en surface. Et qui, en fait, lorsqu'on le regarde évoluer, ce champ, puisqu'il y a eu des mesures depuis plusieurs siècles qui ont été de plus en plus précises, mais qui ont été réalisées par des navigateurs, notamment, le paramètre le plus facile à mesurer, c'est la déclinaison magnétique. Plus difficile de mesurer l'inclinaison sur un bateau, déjà. Il faut encore que le bateau soit en bois et que la précision de la mesure soit réalisée disons, avec un mouvement relatif du bateau qui est extrêmement faible. Quant à l'intensité, ça consistait à mesurer le nombre d'oscillations de l'aiguille, qui, plus il était grand, plus le champ était faible, et plus il était petit, ce nombre d'oscillations, plus le champ était fort. Mais pour mesurer des oscillations sur un bateau, c'est pareil, il faut être extrêmement rigoureux, et c'est extrêmement délicat. Donc, grosso modo, on arrive à restituer le champ magnétique et ses variations depuis l'an 1600. La dernière précision que je vous ai montrée était donc l'état en 2014. Et voilà ce que ça donne quand on regarde le champ magnétique tourner, disons, dans le système Terre. Alors, j'ai dit tourner, pourquoi? Parce qu'on voit très bien l'équateur magnétique, c'est-à-dire ici, vous avez le champ rentrant dans l'hémisphère nord et le champ sortant dans l'hémisphère sud. L'équateur magnétique, il évolue et il a tendance à se déplacer vers l'ouest. Et donc, lorsque l'on regarde ça, on se dit que les choses, effectivement, sont mouvantes, que le nombre de lobes dans la région du pôle Nord est variable, puisqu'il y en a un coup, il y en a deux, un coup, il y en a un. Là, il y en a, voilà, il y en a deux qui sont réapparus. Et donc, que tout ça fait penser à des mouvements de fluide extrêmement actifs à l'intérieur du noyau terrestre. Et lorsque l'on fait des modèles pour se rapprocher de la surface du noyau terrestre, c'est-à-dire en s'affranchissant de la distance, plus on s'approche des sources, plus elles ont un effet important. Ça se passe en fonction du cube de la distance. C'est en 1 sur le cube de la distance, donc effectivement, ça évolue très vite. Et en plus, on s'affranchit des couches isolantes du manteau. Et donc, avec des calculs un peu précis, on arrive à voir ce type de choses quand on restitue le champ magnétique à la surface du noyau terrestre. Et on voit que il existe des tas de zones dans lesquelles le champ magnétique est maximum et qui évolue en position, de basse latitude jusqu'à haute latitude, qu'il y en a dans l'hémisphère sud, c'est du champ qui sort, donc il y en a même à l'équateur, de ces espèces de taches de flux sortants, et donc que finalement, quand on regarde le noyau terrestre de près, c'est très très loin d'être un champ dipolaire, bien qu'il y ait globalement du flux entrant dans le nord et du flux sortant dans le sud. Mais là, le champ, il est très très loin d'être à 90% dipolaire, comme l'a fait calculer Gauss en 1838, grâce à
une analyse dite en harmonique sphérique, Gauss a calculé la façon, je dirais, il a mesuré le degré de dipolarité du champ, et il en est arrivé à dire que, vu de l'extérieur, ce champ était à 90% l'équivalent d'un dipôle, mais que ce dipôle n'était pas à ce moment-là, quand il l'a établi, parallèle à l'axe de rotation, c'est-à-dire parallèle au trait rouge, mais incliné légèrement de 11,5 degrés. Et ces 11,5 degrés, il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas tout à fait la même mesure quand on mesure le champ d'aujourd'hui. Et il a mesuré une magnitude de ce moment magnétique qui était de l'ordre de 8,6 10 puissance 22 ampères mètre carré. Alors c'est un nombre qui peut paraître un peu barbare, mais il faut retenir ici 8,6. Et on va voir que depuis que Gauss a calculé ce moment dipolaire, ce moment magnétique de la Terre, en fait, il n'a fait que s'effondrer. Passé de 8,6 en 1832 à grosso modo 8,3 en 1900, à 8, tout simplement à 8 en 1950, 1960, et en 1980 il n'était plus qu'à 7,8. Et aujourd'hui, les mesures les plus récentes aboutissent à des résultats qui sont de l'ordre de 7,7, 7,6. Donc la magnitude du champ magnétique de la Terre diminue au cours du temps, dans les temps historiques. Et en même temps, on voit grosso modo que le dipôle représente le pôle magnétique je dirais, représente l'intercept entre le dipôle et la croûte terrestre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le nord géomagnétique, et non pas le nord magnétique. Le nord géomagnétique s'est rapproché, éloigné du pôle nord jusqu'en 1910 en dérivant en longitude, et il a eu tendance à remonter, et en 2010 il s'était rapproché. Donc en 2010, aujourd'hui on a un angle du dipôle qui est de l'ordre de 10 degrés, non plus de 11,5 degrés. Mais avant que Gauss le calcule, il était très très faible. Puis quand Gauss l'a calculé, il était de l'ordre effectivement de 11,5 degrés. Maintenant, il s'est réduit. Alors, après tout, qu'est-ce que peut avoir comme effet ce genre de phénomène? Tout simplement, le champ géomagnétique, c'est un bouclier contre le bombardement et contre le rayonnement cosmique. Le bombardement cosmique de particules chargées, des protons, des électrons, des noyaux d'hélium qui se baladent dans l'espace en provenance du Soleil ou en provenance, disons, du reste de la galaxie, ou du reste du cosmos, disons, on va dire. Ces particules chargées, elles ont le bon goût d'être repoussées par les lignes de champ magnétique, encore une interaction électromagnétique. Le vecteur champ qui est représenté ici, et qui, dans ce cas-là, est représenté quasiment parallèle à la surface terrestre, ici, ce vecteur va renvoyer les particules chargées, quelle que soit leur masse et quelle que soit leur vitesse, quelle que soit leur charge. Si le champ magnétique est fort, il va les renvoyer vers l'extérieur. Par contre, s'il s'affaiblit, il peut éventuellement les laisser passer. Voilà pourquoi, sur ce schéma, je vous ai représenté le dipôle magnétique en rouge bien fort, bien costaud, des lignes de champ qui partent dans toutes les directions, elles n'y sont pas toutes, loin de là, et j'ai laissé à l'extérieur l'ensemble des petites boules qui représentent ces charges qui sont renvoyées vers l'espace. Donc, les conséquences de la baisse du champ géomagnétique, c'est donc forcément un effondrement de la magnétosphère, puisque cette magnétosphère, ce sont les lignes de champ qui sont constituées par ces lignes de force autour de la Terre. Donc si le champ magnétique diminue en intensité, en moment magnétique, la magnétosphère va s'affaiblir. Et ça veut dire qu'il va y avoir nécessairement une augmentation des bombardements et des rayonnements cosmiques et solaires, c'est-à-dire, grosso modo, si on résume, des protons, des électrons, des noyaux alpha, etc. Alors là, je fais une petite pause juste pour vous montrer
du champ magnétique autour de notre étoile, hein. C'est les éruptions solaires que l'on peut mesurer, que l'on peut observer lors des grands événements de maxima de taches solaires. Et on voit qu'en fait, le Soleil expulse de sa surface du plasma vers l'espace et que sur un certain nombre de rayons solaires, on observe des jets de plasma qui sont en fait du champ magnétique parce que ce sont des particules chargées des ions qui vont se circuler dans l'espace à grande vitesse et générer un champ magnétique. Donc en fait, ce que vous visualisez là, c'est la chaleur du plasma, mais en gros, c'est du champ magnétique qui se balade dans l'espace et qui va mettre un certain temps à atteindre les planètes. Et donc, le champ magnétique terrestre, vous le voyez ici, opposé à une éruption solaire qui a envoyé du plasma 8 minutes avant, puisque la lumière met 8 minutes pour nous parvenir du Soleil. Et donc, ces lignes de champ sont écrasées du côté du Soleil alors qu'elles sont dilatées du côté opposé. Et c'est là que vous allez avoir tout un tas de processus de rebond, de pénétration minimum dans les lignes de champ, de rebond, et ça va surtout à cause du fait que les lignes de champ sont verticales autour des pôles, enfin dans les régions polaires, vous allez avoir la pénétration de ces lignes de champ, de ce champ magnétique solaire et de ces particules dans le système champ magnétique terrestre. Donc, de en haut à gauche jusqu'en bas à droite, vous allez voir le processus de production, de circulation et de rebond qui va reconnecter par les lignes de champ un certain nombre d'énergies qui vont venir s'homogénéiser autour des régions polaires et générer tout simplement les aurores boréales. Donc, le fait qu'il y ait un champ magnétique à la surface de la Terre est effectivement assez important et assez avantageux parce que, tout simplement, lors des éruptions solaires notamment, mais en régime général, ce champ nous protège. Alors, ici, vous avez une représentation de ce qui s'appelle ceinture de Van Allen dans l'espace autour de la Terre et qui montre que, grosso modo, vous avez un certain nombre de zones qui sont plutôt riches en radiation, parce que c'est situé dans une zone entre des lignes de champ dans lesquelles les radiations, les particules chargées rebondissent, et des zones qui sont un peu plus tranquilles. Ce sont ces zones en vert qui sont un peu plus tranquilles, dans lesquelles, en général, on s'évertue à envoyer les satellites, que ce soit des satellites géostationnaires ou des satellites à défilement, comme les satellites d'orbite basse dont on parlait tout à l'heure. Donc tous les satellites à basse orbite qui font le tour de la Terre circulent à une altitude relativement faible, mais protégés en principe par l'ensemble de ce processus des radiations. Mais le problème, c'est que si vous diminuez la résistance de ces lignes de champ, vous allez augmenter la pénétration et donc vous allez augmenter le risque pour tous ces outils, voire même pour la surface terrestre, d'être bombardés par ces particules. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui est en fait mesuré dans l'état actuel des choses, c'est qu'on voit que les zones dans lesquelles il y a des radiations maximum c'est en rouge ici et en jaune, mais surtout en rouge, et puis aussi dans les teintes rouge sombre. On voit que c'est évidemment dans les régions polaires, là où les lignes de champ sont verticales, et dans la région dans laquelle il y a une anomalie de faible champ, l'espèce de zone bleue que je vous ai montré tout à l'heure sur la région des chutes d'Iguassou, pour simplifier. Et il se trouve que les petits carrés noirs représentent la fréquence, je dirais, les lieux de haute fréquence des pannes des satellites. Donc là, on voit que les pannes des satellites ont lieu dans les zones de forte radiation, et notamment dans la région où l'Atlantique Sud présente cette anomalie de faible champ. Et là, il s'agit donc de satellites qui sont tout simplement à basse altitude. Donc les pannes comme ça peuvent être extrêmement graves. Alors,
Je vais vous faire un rapide examen de ça parce que je voudrais vous parler aussi de la façon dont le champ magnétique a évolué dans le passé. Et donc, les impacts biologiques qu'on peut mesurer aujourd'hui dans les régions de haute latitude ou de haute altitude, si vous connaissez des pilotes de ligne, vous saurez qu'il y a des durées de vol, des fréquences d'exposition dans le ciel qui sont limitées parce que tout simplement, ça peut générer un certain nombre d'effets sur la santé liés à des effets tout simplement mutagènes sur le cerveau, enfin des cancers tout simplement. Donc les impacts biologiques, ce sont des effets létaux ou mutagènes qui sont liés au flux de rayons et de particules sur les cellules. Donc ça a un impact sur la santé des astronautes et sur la santé des pilotes. Aujourd'hui, on sait que le rayonnement UV qui est enrichi dans les régions polaires au-dessus des régions de faible champ parce que l'ozone stratosphérique elle-même est attaquée par le bombardement cosmique, tout simplement parce qu'il y a des produits qui sont générés par les impacts de particules qui sont des catalyseurs de la dissociation de la couche d'ozone. Je vous montrerai ça tout à l'heure si j'ai le temps. Et donc, le rayonnement UV est un processus qui est évidemment associé au rayonnement solaire et qui est atténué par la couche d'ozone. Et quand la couche d'ozone est affaiblie par les baisses de champ magnétique, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle globale, ça peut présenter de gros soucis. Notamment, on sait très bien que, et c'est bien pour ça que le protocole de Montréal a été mis en place assez rapidement dans les années 80, c'est que dans certaines régions, notamment pas loin du pôle magnétique sud, entre, je dirais, l'Australie et l'Antarctique, la Tasmanie par exemple, mais l'Australie du Sud, ces zones sont caractérisées par de très fortes probabilités, de très fortes fréquences de cancer de la peau, parce que dans ces régions-là, on a des populations venant de l'hémisphère nord, en l'occurrence origine du Royaume-Uni, qui ont des peaux qui sont comme les nôtres, peu adaptées au rayonnement UV, et que la conjonction de cette mauvaise adaptation et d'un enrichissement en UV dans l'atmosphère lié à la déplétion de l'ozone stratosphérique génère ces cancers. La cataracte, c'est pareil. Et il y a tout un cortège de nuisances, entre guillemets, sur les systèmes biologiques. Et les impacts technologiques, en gros, c'est ce que je vous ai décrit avec les satellites. Perturbation des communications, parce que les télécommunications sont extrêmement sensibles au rayonnement et au passage de flux de particules électriques, particules chargées. Induction de courant sur des réseaux électriques, canalisation enfouie, câbles sous-marins qui accélèrent leur corrosion. Donc ça, effectivement, ce sont des dommages technologiques qui peuvent être graves. Et évidemment, les dommages de circuits électroniques sur les vaisseaux spatiaux, etc. Donc, vous avez un certain nombre d'inconvénients technologiques et d'inconvénients biologiques à attendre de la diminution du champ magnétique terrestre qui est observée depuis, disons, 2 siècles. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans un passé relativement ancien? Ça, on le sait, et là je vais aller assez vite, parce que je tiens à vous montrer des résultats qui sont issus de nos travaux. On le sait par analyse de l'aimantation des roches. Les roches terrestres, que ce soit des coulées de lave ou que ce soit des sédiments, contiennent des particules magnétiques qui, lorsque la lave refroidit ou lorsque le sédiment se constitue et se compacte, fossilisent la direction du champ magnétique. Donc, ici, vous voyez ce champ magnétique dans cette direction. C'est un champ magnétique dans l'hémisphère nord qui pointe vers le bas et vers le nord. L'aimantation de ces roches va être conforme en direction et en intensité, c'est-à-dire qu'elle va être proportionnelle à la magnitude du vecteur fossilisé. Et donc,
on va avoir des aimantations là-dedans qui vont représenter en direction et en intensité le champ magnétique au moment de la constitution de la roche, refroidissement ou dépôt des particules magnétiques à l'intérieur du cortège de sédiments et évidemment fossilisation par compaction. Et quand on a des colonnes sédimentaires qui s'accumulent au fond de l'océan sur des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'années, on peut comme ça suivre les variations du champ magnétique. Alors, il se trouve que, je simplifie, je vais assez vite pour être assez synthétique, il se trouve qu'on a trouvé des aimantations qui étaient de polarité inversée dans les roches volcaniques d'abord, et puis dans les roches sédimentaires ensuite, c'est-à-dire que le vecteur, au lieu d'être pointé dans notre hémisphère vers le bas et vers le nord, comme une aiguille de boussole qu'on laisserait suspendue, ben, les aimantations nous disent que le champ était inversé, c'est-à-dire qu'il pointait vers le sud et vers le haut. Exactement comme si le champ magnétique terrestre s'était renversé. Alors au début, on a cru que c'était un effet, enfin, il a été cru par les découvreurs dès les années 1950 que ça pouvait être des effets de mauvaise acquisition de l'aimantation, mais quand on a trouvé ça de façon récurrente et dans plusieurs matériaux, et que de façon contemporaine à la surface de la Terre, on avait des enregistrements de ce renversement qui battaient en même temps, qui avaient lieu en même temps, on s'est dit que c'était franchement le champ magnétique terrestre qui avait dû s'inverser un certain nombre de fois. Alors on est allé donc sur plusieurs campagnes de carottage avec des bateaux comme le Marion Dufresne, comme le Joïdes Résolution, qui sont des bateaux nationaux pour le Marion Dufresne et internationaux pour le Joïdes, carottés soit avec des carottiers lâchés au fond, soit avec des derricks qui amènent les liners jusqu'au fond, carottés, récupérer des colonnes sédimentaires notamment. Ces colonnes sédimentaires, vous en voyez une ici, on les échantillonne avec des barreaux de plastique et on mesure ces échantillons dans des magnétomètres et ça permet de restituer les variations de direction et d'intensité du champ. Alors, pour faire court, encore une fois, je vous montre la synthèse de ce qui existe aujourd'hui, depuis les années 1980, comme connaissance de cette variation de direction du champ. On sait que, grosso modo, là c'est l'échelle d'âge avec de 0, 1, 2, 3, 4, 5 millions d'années avant le présent, c'est pas grand-chose. Hein. 5 millions d'années, c'est avant-hier la veille par rapport aux 4,56 milliards d'années d'existence de la Terre. Et donc, on a une espèce de code barre qui représente la polarité, disons, actuelle du champ, qu'on appelle polarité normale, ou la polarité inverse. Et on voit qu'au cours du temps, il y a eu comme ça des renversements qui ont été suivis de stabilisation en polarité dite normale ou en polarité inverse, puis, etc., inverse, normale, etc. Et ça, depuis 5 millions d'années, on s'est rendu compte que ça s'était produit au moins une vingtaine de fois. Sur les 200 derniers millions d'années, ça s'est produit quasiment 200 fois. Et donc ça se représente comme ça, grosso modo. Vous regardez à gauche, l'inclinaison de l'aimantation, paf, ça se renverse. Ça passe de positif à négatif, comme ça. Et ça permet de déterminer des époques de polarité auxquelles on a donné des noms d'auteurs. Et ces époques de polarité, elles sont caractérisées par ce changement d'inclinaison, de vers le bas à vers le haut, ou ici c'est un cylindre, donc le 0 est ici à droite et à gauche, donc ici vous avez, crac, un passage de 0 à 180 degrés, la boussole indique le nord, hop, elle indique le sud, hop, elle indique le nord, hop, elle indique le sud. Bon, il y a des fluctuations qui sont un petit peu bizarres ici, mais en gros, c'est polarité normale, polarité inverse, polarité normale, etc. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de restituer l'intensité du champ à travers ces courbes-là. Et la synthèse de ce qui s'est passé ici sur 2 millions d'années, on voit que l'intensité du champ a fluctué de façon extrêmement importante, avec, ici le maximum est à droite et le minimum à gauche, comme vous pouvez vous en douter. Ici, on voit que il y a des minima d'intensité qui sont très très marqués lorsque le champ se renverse. Et
Pas seulement lorsque le champ se renverse, puisque même quand il est en polarité stable, on a des minima d'intensité assez marqués, moins que quand il se renverse, mais des fois il ne se renverse pas, quasiment pas, il reste pas en polarité stable, il se remet à l'envers, il se remet dans le bon sens, enfin dans le bon ou dans le sens précédent, et il continue à fluctuer. Et ça s'exprime par ce qu'on appelle des excursions du champ magnétique, c'est-à-dire que quand le champ s'affaiblit, comme ça, pour quelques milliers d'années, il a tendance à faire à peu près tout et n'importe quoi en termes de direction. Donc il y a plusieurs pôles nord, il y a plusieurs pôles sud, un petit peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et l'aiguille de boussole, en gros, elle ne sait pas trop où elle va, jusqu'à ce que ça se stabilise. Et depuis environ 1,2 million d'années qu'on sait à peu près les compter, enfin je dirais, on sait les compter sur cette période de 1,2 million d'années, ben on en a quasiment répertorié une vingtaine. Et la dernière dont je vous parlerai juste à la fin, c'est celle-là, qui s'appelle l'événement Lachan, du nom d'un village d'Auvergne qui est situé dans le Puy-de-Dôme. Les coulées de volcan de Lachan ont montré des polarités inverses et des faibles intensités. Donc en synthèse, voilà ce qui se passe. Vous avez un champ de polarité stable qui diminue en intensité, qui devient multipolaire pendant un certain temps, 2000, 5000 ans, 10 000 ans, et qui se restitue en polarité opposée, c'est-à-dire que le champ sortant qui était au nord et entrant qui était au sud devient un champ entrant au nord et sortant au sud. Mais ça, c'est un champ qui se renverse, et régulièrement, beaucoup plus régulièrement que ça, beaucoup plus fréquemment que ça, ce champ, au lieu de s'inverser, il va se remettre en polarité initiale après avoir fait son petit caprice. La question de savoir pourquoi il ne s'inverse pas et pourquoi il s'inverse, c'est assez difficile à comprendre. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben, il se passe que la pénétration de ces particules chargées dont je vous parlais tout à l'heure se fait beaucoup plus proche dans l'environnement terrestre, beaucoup plus proche de la surface. Et dans ces conditions-là, ça produit des cascades de spallation parce que les protons qui arrivent, ou les noyaux alpha, ou les électrons, arrachent des noyaux de composition de l'atmosphère, arrachent des particules et les transforment. Ainsi, l'oxygène 16 et l'azote 14 sont transformés respectivement en beryllium 10 et carbone 14. Le carbone 14, vous en avez entendu parler parce que c'est un élément qu'on utilise, qui est radioactif et qu'on utilise pour la datation. Et ce beryllium 10-là, dans notre laboratoire, nous avons les facilités pour le restituer, pour le mesurer dans les mêmes sédiments dans lesquels on travaille sur l'aimantation. Donc on mesure les aimantations et ensuite on va chercher dans ces mêmes sédiments les témoignages de ces augmentations de cet isotope produit par le bombardement cosmique, pour savoir si vraiment ça a augmenté. Alors je vous passe tout ça, je vous passe ce détail-là. Je vous passe la chimie qui permet de mesurer sur les mêmes sédiments un certain nombre de choses qui permettent de restituer cette concentration en beryllium 10 et en un beryllium qui est, disons, d'origine terrestre, lui, qui est le beryllium 9, l'élément initial, pour permettre de voir quelle est la fraction relative du beryllium 10 produit par le bombardement cosmique. Et l'outil que nous utilisons dans mon laboratoire, en couplage avec les magnétomètres, c'est ce spectromètre de masse par accélérateur qu'on appelle ASTER, et donc qui nous permet de mesurer à partir d'un mélange qui est inséré ici dans une source, par accélération dans ce gros cylindre, par accélération dans un champ électrique dans une différence de potentiel de l'ordre de 5 millions de volts, prendre des virages séparés par spectrométrie de masse, par accélérateur, des isotopes qui vont se retrouver ici dans les collecteurs. Et ainsi, j'en terminerai quasiment après là-dessus, ainsi on a tout simplement la possibilité de montrer que ce rapport entre le beryllium 10 et le beryllium 9, dans une séquence géologique dans laquelle on a mesuré l'aimantation, donc les fluctuations d'intensité, avec des minima en bas et des maxima en haut, on voit les surproductions de ce beryllium 10 lorsque le champ magnétique
est faible, alors qu'il est produit en moindre quantité lorsque le champ magnétique est fort. Alors, c'est surtout les surproductions que l'on voit. À chaque fois que le champ magnétique est faible, on a des surproductions. Et quand il est relativement fort, il y a une décorrélation assez systématique des deux signatures. Et en gros, comme ça, on arrive à restituer, depuis la dernière, sur les derniers 800 000 ans, donc depuis la dernière transition de polarité, c'est-à-dire le dernier renversement entre le champ inverse et le champ normal, on est arrivé à restituer les fluctuations de ces liées à ces excursions du champ magnétique terrestre. Alors, je vais passer assez rapidement pour m'approcher juste de cet événement lâchant qui nous a intéressés et à partir duquel on a voulu absolument savoir ce qui s'était passé, parce qu'il y a justement quelque chose d'intéressant derrière. C'est le plus récent événement, il y a 41 000 ans seulement. Donc vous pouvez compter, vous divisez par 50, je pense, vous avez le nombre de générations. Hein? Donc 41 000 ans, c'était avant-hier pour nous. On va voir ce qu'il en est réellement. Il y a eu une augmentation de la production du beryllium-10 très très nette pendant une fenêtre de temps qui a duré environ 1000 à 2000 ans. Et quand ça se traduit en termes d'intensité de champ, quand on compare le signal en rouge du beryllium-10 avec les signaux d'aimantation, ben on voit que ça a commencé à se casser la figure. La ligne pointillée, c'est le champ magnétique actuel. Hein, vous voyez, on est à peu près dans cette hauteur-là. Ça a commencé à se casser la figure, puis ça a un peu rebondi, puis ça s'est cassé la figure vraiment. En 4 ou 5 000 ans, c'est passé de la valeur actuelle à une valeur quasiment nulle. Et puis ça a commencé à remonter, mais ça ne s'est pas restabilisé à la valeur, à un niveau actuel, mais ça a attendu, là c'était 20 000 ans avant le présent, le champ magnétique était encore assez faible. Il est remonté de façon assez chaotique, et depuis, donc, on a un champ relativement fort que je vais vous montrer après. Voilà. Ça, c'est sur les 8 derniers millénaires, 8000 aujourd'hui. Là, le temps est le passé à gauche et le présent à droite. Aujourd'hui, vous voyez la fluctuation du champ qui est représentée par les aimantations des matériaux archéologiques qui ont pu être datés. Un matériau archéologique qui est refroidi dans le champ magnétique de la Terre, il enregistre comme une coulée de lave le champ magnétique terrestre. Et donc, en moyenne, cette sinusoïde-là est opposée à la production du carbone 14, qui est l'isotope cosmogénique dont je vous parlais tout à l'heure. Et si on regarde ce qui peut se passer dans le présent, dans l'avenir, c'est-à-dire à droite de la figure, ben en fait, on a un certain nombre d'observations qui sont compatibles, qui se superposent pour montrer qu'il y a une chute monotone presque sur le dernier millénaire, comme d'ailleurs ça a été mesuré sur les derniers 300 ans depuis que Gauss a fait ses mesures directes, et que si cette diminution monotone continue sur quelques siècles, ben, il ne faudra pas forcément beaucoup de temps pour arriver à des niveaux critiques. Hein. Le dipôle moyen des 5 derniers millions d'années, il sera atteint, c'est-à-dire un dipôle faible qui tient compte d'énormément de renversements, il sera atteint en l'an 3100, et le seuil des déclenchements des excursions et des inversions vers l'an 3400. Bon, ben, il nous reste grosso modo 1300, 1400 ans avant d'avoir éventuellement des effets importants. Mais disons que les effets secondaires vont commencer largement avant. Le bilan des observations, je vous passe l'échelle des millions d'années. Donc, depuis 2500 ans, le dipôle a chuté de 11,5 à 7,8 unités. Depuis 1000 ans, il est passé de 10,5 à 7,8 unités, donc 2,7 unités par millénaire. Et c'est un taux, c'est ça qui est intéressant, quand on compare avec le passé, c'est un taux de chute moyen qui est supérieur à celui qui avait lieu avant les excursions et les inversions. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu comme si on avait un régime qui est en train de basculer vers un champ en train de chuter pour éventuellement s'inverser, ou ne pas s'inverser, mais pour passer une période assez longue avec une intensité faible. Donc, ce qui me paraît juste intéressant à dire, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période critique autour de 41 000 ans.
avant le présent. C'est une période qui se trouve être caractérisée par la transition entre l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon. Alors ça, c'est pas, on y a pensé à plusieurs, c'est pas moi qui l'ai écrit et publié, c'est un copain à moi, mais il se trouve qu'avec une archéologue, ils ont étudié les âges, la statistique des âges de la transition Néandertal-Cro-Magnon, et quels que soient les autres mécanismes envisageables, système climatique déréglé qui a pu éventuellement déstabiliser Néandertal et mieux convenir peut-être à Cro-Magnon, ou tout simplement l'un qui a poussé l'autre dehors. Hein. Ça, c'est une hypothèse, disons, très favorisée par les paléoanthropologues, tout simplement un relais. Ce qui s'est passé, c'est que dans cette fenêtre temporelle, dans un court temps, hein, dans un temps relativement court, 43 000 ans avant le présent jusqu'à 35 000 ans, il est passé d'une extension en Europe, Néandertal je parle, assez large, à un morcellement, puis une diminution, et en l'espace de grosso modo 10 000 ans, il avait tout simplement disparu. Et ça, effectivement, ça se passe dans la fenêtre où le champ magnétique terrestre était très faible. Alors pourquoi est-ce que Néandertal aurait disparu et que l'homme de Cro-Magnon serait resté parfaitement stable droit dans ses bottes? Il y a des hypothèses qui sont assez fortes. Vous avez tous entendu dire que Cro-Magnon, notre espèce qui a perdu sa couleur aujourd'hui, en fait, est issue du continent africain. Il a migré à travers un certain nombre d'isthmes, etc., pour arriver en Europe occidentale. Et lui, à cette époque, il avait de la mélanine en suffisance pour éventuellement être abrité des rayonnements UV liés à l'enrichissement en UV dans l'atmosphère. Alors que Cro-Magnon, si vous le représentez, il est là, hein, mais si vous regardez des représentations dans les journaux, dans les reconstitutions vidéo, tous les films qui nous sont présentés, Néandertal, il était plutôt clair de peau, il avait les yeux clairs, et en gros, aujourd'hui, si l'équivalent de Néandertal voulait nous être présenté, en fait, ça ressemblerait à quelqu'un d'entre nous qui a les yeux clairs et la peau blanche, et donc qui est beaucoup moins armé pour lutter contre ce rayonnement UV enrichi. Voilà, en gros, c'est là-dessus que je vais vous laisser, parce que le temps qui m'est imparti est largement écoulé. Il faudrait une suite. Voilà.